c'est parti. Ouais, bah, Let's go. bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, moi je m'appelle Sébastien, du coup, donc Dragonlost sur Astro.fr. Voilà. Accompagné de Olivier, d'Esther sur Astro.fr. et de Mehdi, alias Axel Dark aussi, ou Med pour les intimes. Alors du coup, voilà, à moi le rôle de vous présenter Astro.fr, du coup, hors modo quand même. Hein. Là, bon voilà. René, si tu nous entends. Alors du coup, Astro.fr c'est un Discord du coup des astronomes amateurs français, du coup, enfin francophones, exactement maintenant, puisqu'on a quand même des Belges et des Suisses, dans mes souvenirs, et même des Québécois, je crois d'ailleurs. J'en ai croisé. Ouais. Et alors du coup c'est un Discord où on fait un peu de tout, hein. Ça va du sujet très technique, optique, fabrication de miroirs, à développement de télescopes, à juste faire de la photo, faire des concours photo d'ailleurs, ça c'est pas mal, ça marche bien sur le Discord. Des fois on donne des thèmes d'objets, alors c'est pas un concours où on gagne grand chose, hein. Chacun peut présenter ses photos en rapport avec l'objet du mois. Du coup, et après on vote à la fin du mois pour la photo qu'on trouve la meilleure. Voilà, et puis ça s'arrête là, c'est bon enfant. Et après, il y a toute une partie dédiée aux débutants aussi pour aider les nouveaux dans l'astronomie. Exactement. On a oublié de dire où on est où. On est au RCE. Ouais. Mais c'est pas grave. Hein. Vu qu'on est sur le podcast Astro.fr, donc autant présenter d'abord Astro.fr. Donc on est au RCE, donc les rencontres du ciel et de l'espace. Donc c'est l'édition 2024. Et on avait déjà fait le premier épisode du podcast il y a 2 ans pour la précédente édition. Donc voilà, on est là. On se revoit chaque année, enfin toutes les 2 ans. C'est toujours un plaisir de se retrouver. C'est l'occasion de voir des gens qui sont pas du coin. Qu'on connaît qu'en ligne. C'est ça. Ouais, c'est vraiment super sympa. Donc si vous traînez sur le Discord, n'hésitez pas à passer et à se revoir, à se voir et se revoir. Qu'est-ce que vous avez vu vous cette année de différent par rapport à il y a 2 ans? Alors je trouve qu'il y a beaucoup de stands assez similaires d'une année à une autre. Hein. Il y a les mêmes revendeurs. Il n'y a pas tant de différence. Non, mais c'est dommage, il n'y a pas de nouveaux revendeurs, par exemple. Ouais, c'est vrai que j'ai remarqué ça, je m'attendais à avoir un petit renouvellement, et en fait, c'est assez proche quand même de ce qu'il y a 2 ans, parce que moi, pour ma chaîne YouTube, j'avais pas mal interviewé, mais du coup, j'ai plus personne à interviewer, parce que je les ai déjà tous interviewés, donc du coup, bon. Il y a quand même plus de smart télescopes. Ouais, alors cette année, en effet, c'est un peu... Ouais, mais c'était déjà le cas il y a 2 ans. Donc, il y a déjà Vaonis et Unistellaire qui sont dans l'entrée. Et c'est vrai que là, cette année, la grosse nouveauté en termes de smart télescope, c'est Celestron, qui a lancé le Celestron Origin, si je ne me trompe pas. Et il y a une conférence qui est dédiée. Ouais, mais qui ressemble en fait à s'y méprendre. Ouais, il y a une conférence qui était aujourd'hui, elle y est encore demain. Demain, je vais sûrement essayer de la filmer. Et voilà, en gros le concept de j'ai un télescope totalement automatisé qui fait ça, alors pas sa mise en station parce qu'on dit mise en station mais c'est plus calibration, en gros qui se repère dans le ciel, qui va prendre quelques images, faire une astrométrie pour repérer où il est, et à partir de là on prend sa tablette et son téléphone et on choisit ce qu'on veut observer, quoi. Donc on est ce qu'on appelle sur du visuel assisté. Ouais. Alors c'est le mot valise, c'est le mot valise quoi, qui est entre le visuel et l'astrophotographie. C'est je veux voir plus que ce que je vois à l'œil nu, parce que comme je le dis souvent, le soir tous les chats sont gris. Et on est vraiment dans ça, quoi. Ce qui est fou hein, quand on regarde une nébuleuse. Avant d'avoir un 400 mètres, un 400 à la campagne. Pour commencer à voir des couleurs sur certaines Exactement, bleus. Commencer à voir. Hein, voilà, c'est compliqué. Quand voilà. même. Et sinon, après, il y a l'astrophotographie, mais là, c'est pas le même setup, c'est pas la même configuration, c'est pas les mêmes compétences. Mais donc, c'est un petit télescope, c'est un petit diamètre. Alors, c'est l'équivalent d'un C6, je crois. C6. Alors, je parle du Célestron. Ouais. Si on parle des autres modèles de Vaonis et de Unity, c'est plutôt là, on est plutôt sur du 50. Ouais, 50 mini-quêtes. Ouais, et encore, Vaonis le petit, je crois que c'est même moins que ça. Equinox, je crois que le Equinox, je crois qu'il était sur un 115. Ouais. C'était sur 115, voilà. Donc on est quand même. C'est le plus grand. Voilà. Donc en fait, on est quand même sur des petits modèles. Alors l'idée, c'est plutôt faire du grand champ et d'avoir des choses plutôt lumineuses. Ça, il ne faut pas espérer faire du planétaire. Ouais, et on puis peut. Ils veulent un modèle transportable, tu vois. C'est ça. Tu mets dans ton sac à dos, c'est le but. Enfin, c'est vendu comme ça. Hein. Oui. C'est avec un sac à dos. Oui. Donc en fait, c'est les débutants, c'est vraiment les personnes qui veulent se lancer dans l'astronomie, mais sans tous les côtés compliqués entre guillemets
de l'instrument, attends, l'oculaire, le chercheur, je fais ma mise en situation, c'est une monture équatoriale, et le côté super transportable, quoi. Je prends ça en vacances. Il n'y a pas que ça, il y a aussi des gens qui, par exemple, moi j'ai eu pas mal de personnes un peu âgées qui, par exemple, ne pouvaient plus porter un télescope. Ouais. En effet, alors moi j'ai fait un rassemblement au NAT, et en effet, j'ai remarqué que en effet, ceux qui achetaient ça, c'est souvent des seniors, des personnes sûrement en retraite, et en effet qui peuvent plus soulever des charges importantes. Et en effet, c'est qu'on se dit, tiens, c'est les débutants, mais pas tant que ça, finalement. Ils n'ont pas besoin de se tordre, ils n'ont pas besoin de... Ouais. Bah, tu le poses pas. Là, tu le poses sur une table, ou le sol et tout. Tu l'allumes quelques minutes. Il y a plus la frustration de se dire, je peux plus faire l'astro. Ouais, c'est ça. Là, ils peuvent continuer à faire de l'astro. Et ça, franchement, c'est super. Ouais, ça c'est... Alors, souvent, le budget, en termes de budget, au début, je parle des premiers modèles, étaient plutôt vers les 2000, 3000 euros. Voire plus. Dans les coûts de starter. Hein. Voilà, évidemment. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu carrément plus accessible. Tu as évidemment Zuo qui a pas raté le coche. Ouais. On va dire, en même temps, ils avaient tout. Ils étaient un peu en retard quand même. Ils étaient en retard. C'est vrai que c'était pas les Français, c'est rare. Oui, c'est déjà Cocorico. C'est vrai que. C'est vrai. On dit c'est pas mal, c'est français. Voilà. C'est vraiment ça. Le matériel est oui, en Chine, assemblé en France. Et je crois que c'est vrai que sur Célestron, là, sur ce qu'il propose. Donc effectivement, tu dis que c'est un... En gros, c'est l'équivalent d'un C6. C'est un C6. Je crois que c'est l'équivalent. C'est très intéressant parce qu'en plus, Célestron, déjà à la base, ont vraiment une culture de go-to super facile en azimutal. Ouais, avec le... Comment il s'appelle l'appareil que j'ai eu le StarSense. Le StarSense que j'ai eu. Et en fait, c'était les débuts. Oui, et qui est un module en fait, qu'on met à la place d'un chercheur. Donc ça prend la place du chercheur. Ça se connecte du coup à la monture. Oui, donc à la base, c'est compatible Célestron. Mais il y avait il y avait une version Skywatcher. Il faut savoir pour l'information que Célestron et Skywatcher appartiennent à Cinta. Tout à fait. Donc il y a une logique derrière. Voilà, il y a une logique derrière. À la base ils sont bons, mais ils ont été rachetés depuis. Et américain maintenant. Et en effet, ça permettait, moi je l'ai utilisé, de faciliter la calibration 3 étoiles. Donc pareil, c'est toujours une caméra. Il fait une capture de plusieurs endroits dans le ciel. À partir de là, il fait une. Mais il a fait la même chose en fait avec son EXTLS. Mais c'est vrai que c'était vraiment très compliqué à utiliser. Caméra en dessous, là, voilà, cette fameuse caméra. Et je l'ai utilisé concrètement, et effectivement, c'est pas simple et pas intuitif. C'est dommage. Ils ont raté le coche. C'était les débuts. C'est vrai. C'est vrai que c'est MID dans les années 90 qui a commencé à apporter le go-to. Déjà, c'était. Je me rappelle, c'est MID. C'est MID. C'est avec les ETX, toute la série des RTX 70, ça les 70 démocratisés qui. Ça existait avant, mais je crois qu'ils avaient quand même quelques brevets et ça a même. Et moi, je m'étais un peu renseigné, il y avait toute une bisbille dans les années 90, 2000 sur les utilisations de telle ou telle techno et tout. Mais comme dans notre industrie, en même temps, c'est une question de plusieurs millions d'euros. Donc voilà, en fait, la techno, elle est pas nouvelle. L'évolution, la révolution, c'est d'avoir réussi à mettre ça dans un seul produit, facile d'usage. C'est vraiment, c'est t'appuies, ça se démarre, ça se calibre, et après, c'est le truc. C'est comme une voiture, quoi. Tu as une voiture, tu mets ta clé, ça démarre, quoi. En fait, t'as pas besoin de savoir comment fonctionne une voiture pour la conduire. Ben là, t'as pas besoin de savoir comment fonctionne. Que si on est en azimutal, c'est super facile de faire une calibration automatique avec. Tu prends un bête capteur du nord et du sud. Ensuite, tu as le capteur de positionnement. Tu mets ça sur des moteurs pas à pas ou alors des j'ai oublié le terme, les moteurs pour la robotique. La robotique, harmonique. Non, pas forcément. Non, pas harmonique. Non, les cerveaux. Servomoteurs. Voilà. Tu mets des servomoteurs assez puissants. Ensuite, tu as aussi pour les pieds, pour mettre à niveau, tu peux utiliser en fait des vérins numériques. Et donc, tu peux très bien mettre en station à l'heure actuelle ton télescope sur l'horizon. Ensuite, tu détectes le nord. Ensuite, tu positionnes. Et avec une caméra, il y a des cartes numérisées qui te permettent, avec une image très simple, de comparer les images et de savoir où tu es. Donc, tu peux instantanément positionner un télescope. C'est des technos, en fait. Et je rêve de faire ça un jour. C'est pas des technos révolutionnaires, en fait, qui sont installés à l'intérieur. C'est le fait d'avoir poncé un appareil en entier pour qu'il soit tellement bien connu que mettre ces technos-là marche à tous les coups avec cet appareil. C'est ça. En fait. Parce que nous, on a du matos qui est tellement exotique qu'en fait, quand tu mets la psychométrie, une fois sur deux, ça plante parce que t'as pas la bonne résolution, pas le bon truc, machin. Si en fait, t'as déjà tout bien paramétré, on voit ça un peu avec les gens qui mettent l'observatoire. T'allumes le machin, le mec, ça fait 10 ans qu'il utilise l'observatoire. Le télescope, il est opérationnel en fait.
Tout à fait. C'est un des grands problèmes de l'astronomie. Pas changer son setup. Toujours avoir le même setup. Voilà. C'est ça, en fait. Mais c'est juste qu'on c'est imposé en soi. Mais voilà. Donc en fait, le marché était mûr pour que ça arrive, quoi. Donc c'est vrai que maintenant les prix, alors je crois qu'en termes de prix, je crois que le 6 Star, il est autour de 700 € si je me trompe pas. Lui, c'est un peu, ouais. Et moi j'en ai acheté un autre qui est pas connu, enfin c'est le Dwarf Lab, le Dwarf 2 qui est aussi fait par des Chinois. Ah oui, mais là c'est tout petit. Oui, tout petit, ouais. Et du coup je l'ai acheté parce que je voulais tester un peu et tout. J'avoue que je suis un peu déçu. C'est quand même assez. C'est du smartphone motorisé. Ouais, c'est plus ou moins. On est plus ou moins. Parce que je peux aussi faire de genre si t'es, on appelle ça les amateurs de l'observation des oiseaux. Je sais plus comment ça s'appelle. Ornithologue. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc en fait, tu peux aussi l'utiliser pour ce genre de pratique parce que c'est pensé avec un tel objectif. Donc donc en fait, t'as un système, t'as deux types de caméras. T'as une caméra plutôt grand champ et t'as plutôt un tel objectif. Et tu peux basculer entre l'un et l'autre. Du coup, s'il fait deux choses, donc tu peux. Rien à voir. Ouais. Obligatoirement, il peut. C'est pas sûr. faire. Donc c'est pour ça que c'est. Alors celui-là, il est vraiment plus grand public entre guillemets, pas spécialisé astro. Il a une partie astro, tu peux le basculer dessus. Par contre, si ce qui est bien, mais comme sur le Sistar, tu peux faire du planétaire, pas du planétaire, du solaire. Tu as directement fait des filtres. Tu as ce qu'il faut, tu as un filtre solaire et tu as un filtre anti-pollution. Donc voilà, et donc là, il coûte 450 €, je crois, ce modèle-là. Et là, il y a le nouveau qui arrive, là, le Dwarf Lab 2, ce qui est pas excessivement cher. Et voilà, et c'est excessivement cher. Évidemment que c'est une somme, mais par rapport à d'autres systèmes équivalents. Non. Donc voilà. Tu regardes les trucs de Aonis ou. Et après en occasion, moi je l'ai acheté en occasion, j'ai acheté autour de 350 balles en occasion. Voilà, ça se trouve. Hein. Donc oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que je lui vole tous ses achats en occasion. J'ai déjà trop de matos, c'est bon. donc et voilà. Après moi c'est plus la qualité. Je la trouve un peu limite. C'est vrai que c'est qu'à côté, moi j'ai un C6 que je mets en Hyperstar. Donc bon, c'est vrai que le Delta. Le Celestron automatique, c'est ça en fait. C'est vraiment ça. C'est pas un. J'ai discuté. C'est pas un chemin de casse-grain Hyperstar, c'est encore une autre truc optique. Pourquoi ils n'ont pas mis un Rasa? Oui, c'est un Rasa. C'est un Rasa, c'est ça. C'est un Rasa, ouais. Le mot, oui, c'est le Rasa. C'est un Rasa 6 pouces. Ouais. 6 pouces en Rasa, d'accord. Donc ouais, mais c'est en gros, il a une focale de 2.2. Bah ouais. Ouais, quoi J'ai pas entendu. La focale est 2.2 du coup. Ouais, je crois que j'ai discuté avec le responsable de Equinox, donc qui est la boutique à Lyon. Je crois que c'est Marc-Antoine ou Marc-Olivier, je ne sais plus son nom. Et avec qui j'avais interviewé il y a 2 ans. Et donc j'ai discuté un peu avec lui. Et en effet, oui, c'est un Rasa. En gros, c'est l'équivalent de ce que j'ai moi, c'est-à-dire un C6 avec un Hyperstar, mais en formule tout en un. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire le génial finalement en photo. Ah ben par exemple, je mets 30 secondes sur M31, j'ai M31. Oui. Mais quand j'ai M31, je commence à avoir les détails et tout. Je commence à avoir des détails, quoi. Alors, il faudrait que alors si je veux avoir plus de détails, je l'abstack, quoi. Je cumule les images. Donc après, je peux le lancer, laisser. Donc je peux cumuler. Tu shootes Tu shootes en quel gain, du coup je crois que du 100, non? Ouais, je crois que je mets du 100 hein, parce que vu que moi je suis plutôt sur du Zuo, donc du coup alors j'avais une Nazi 183 MC, je viens de passer à la 533. Donc elle est plus récente, le capteur est un peu plus récent. Du coup, t'as plus tout ce qui est problématique derrière ce qu'on appelle la MPGLO, c'est-à-dire le bruit thermique, le bruit qui vient en fait inonder. Ouais, qui vient inonder. 94, qui est super infernal avec ça. Exactement. Bon, après, tu as des possibilités d'enlever, voilà, avec le truc. Tu fais des flats, quoi. Exactement. Et donc ça, et après, voilà, j'ai tout ce qui est. Non, tu fais des darks. Ouais, des darks. Tu fais des darks. Et voilà. Et du coup, voilà, je me suis 83, ça allait, mais du coup, je voulais un truc un peu plus récent. Et c'est un peu plus sensible aussi. Tu sais, il y avait une conférence, justement, il y avait une conférence ce matin sur les CCD, et il disait en gros les 3 modèles les plus sensibles en termes de qualité. C'était la 533, tu avais la 2600 et la 6002. Ouais, ça. C'est pas pour rien que c'est les plus achetés. Exactement. C'est les plus chers aussi. Exactement. Bon, après la 533, elle est autour de 900 €. Elle est autour de 900 €. Après, accessible. Pour moi, c'est la dernière vraiment avant de crever un peu le plafond. Ouais, c'est ça. Mais ça je comprends. On se vaut. Oui, on se vaut. Après, si tu vises du YouTube Tech ou des trucs comme ça. Oui, je peux trouver. Là, t'as la 2600 au prix de la 533. Ah ouais. Ouais. Sur YouTube Tech. Ouais.
Et tu as du rebadgeage Omegon, c'est la même mais en marron. Ce qu'il faut savoir en fait sur toutes ces caméras, c'est que les capteurs c'est Sony Californie. Bah oui. Ça change pas. Ce qui va changer c'est le reste, c'est-à-dire l'électronique qui suit. Mais c'est comme sur les télés, parce que derrière le traitement informatique sur les puces est différent. Exactement. Mais c'est comme je disais, c'est pareil dans les télévisions, les dalles des télévisions, c'est tous les mêmes. Ce qui va changer, c'est l'électronique qui va suivre derrière. Ouais. Mais même nous en électronique, on n'a pas non plus énormément. Tu prends ta QHY, ta QHY SSD, ta SVO. Et après, QSI, t'as ToupTech. Et QSI, non? Ouais, alors QSI, c'est plutôt américain ça. Ouais. Mais pas trop par chez nous. Tu vois. Bah, j'ai vu qu'il y a un stand, mais il n'y a personne. D'accord. Mais pas très loin, juste derrière. Il n'y a personne qui passait, donc il s'arrête. C'est hallucinant. Il y a des stands comme ça, des fois t'as mal quand tu vois des stands comme ça. Ils ont un capteur de pixels de 20 là. Moi, QSI, ils ont encore resté sur. C'était un peu genre le concurrent d'Asbic. Ouais, ok. C'était encore la génération d'avant. Ouais, je sens qu'ils ont été quelque peu largués, quoi. Et après, tu as Altair, ToupTech et tout ça. Et en fait, tout ça, c'est plus ou moins les mêmes fabricants, en fait. Oui, en réalité. C'est vrai que j'ai un problème avec ToupTech parce que leurs logiciels sont clairement pas terribles à utiliser. Ouais. Donc, tu es obligé de passer par Firecapture ou l'autre là qui fait du stacking. Leurs API sont bien. Ouais, super. Mais du coup, tu es obligé de recoder derrière. Ils t'en font, c'est compatible Indie, Ascom, tout le bordel. Oui, tout à fait, on est bien d'accord. Mais en plus, vu que c'est pas cher, il y a plein de gens sur Indie, par exemple, qui ont pris les drivers et tout ça, et qui ont même fait les drivers. C'est vrai que tu es monsieur Nafabox. Monsieur Open Source. Il fera une conférence tout à l'heure. Et qui sera rediffusée. C'est pas faux. C'est vrai que le problème, c'est quand je change de caméra comme ça, quand j'ai un problème technique ou que je vois que c'est pas la bonne et que je mets une ToupTech, je sais que ça va être beaucoup plus long. Et c'est relou. C'est vrai, non, c'est vrai. Voilà. Après, il y a eu un rebadgeage Omegon en soi. Ouais. Donc je me dis, tu vois, peut-être que ça peut aider en Europe. Parce que c'est vraiment un rebadgeage purement. Ils ont juste changé la couleur. La caméra, c'est la même, elle est juste en marron. Allez, petite annonce, le petit. Mesdames et messieurs, à l'occasion des rencontres du ciel et de l'espace, la Cité des Sciences vous propose ces dimanches des visites guidées de l'exposition Grand récit de l'univers en compagnie des chercheurs. Départ toutes les heures. Départ en gare de la Cité des Sciences. Merci. Le 320 va bientôt décoller. Non mais oui, j'espère du coup en ayant les Omegon, tu vois, parce que alors, je suis allé regarder la gueule de l'API. En fait, c'est le même fichier. Ça m'aide même pas, quoi. C'est exactement le même fichier, c'est juste qu'ils ont changé l'entête, ils ont mis Omegon. Powered by Omega. Plus il y a de marques qui utilisent leurs produits, et plus ça veut dire qu'ils font des requêtes de correction de bugs et tout ça aussi. Et du coup, tout ce qui est correction de bugs chez Omegon va aller chez ToupTech. Et du coup, ToupTech va s'améliorer. Et un truc, d'ailleurs, c'est qu'il y a 2 ans, il n'y avait pas de caméra ToupTech mis autant en valeur qu'aujourd'hui. Ah ouais, sérieux? Moi j'en entends parler depuis au moins 10 ans ToupTech. Ouais, mais il n'y en avait pas dans les vitrines, des trucs comme ça. C'est des trucs qu'on ne montrait pas, parce que c'est des trucs AliExpress limite. Ouais, c'était des trucs moches. C'était honteux, quoi. C'était honteux, quoi. Webcam qu'on avait mis pour l'astronomie au début. C'était ça, la première ToupTech, c'était une webcam. Oui, c'est ça, mais moi aussi, dans les années 90, début 2000. Mon capteur, ça marche bien. Bah ouais. Mais moi j'ai essayé. J'ai jamais réussi. Fallait percer, fallait mettre des fils et tout. Non mais j'avais acheté tout ce qu'il fallait. J'avais acheté fer à souder et tout. J'ai jamais réussi. Alors si, une fois j'ai réussi, mais alors du coup j'en ai acheté plusieurs. J'avais acheté les Vesta. À l'époque il y avait les Vesta aussi. Les caméras Philips. Ouais, et tout, exactement. Et j'avais essayé, j'en avais acheté 2-3 à 10 balles, ça coûtait que dalle, donc je peux y aller. Au pire je la cramais quoi. Et j'avais essayé et tout, je n'ai jamais essayé. Du coup une fois j'ai utilisé juste une caméra sans truc, donc j'avais relevé du coup la petite lentille devant. Et du coup j'avais testé sur Jupiter. C'était, alors je réfléchis. C'était vers 2009-2010, je crois que j'avais testé ça. Et du coup, j'avais réussi à faire de la capture sur Jupiter, et ça avait plutôt bien. Mais sans faire la personne. Du coup, vu que c'est Jupiter, du coup, j'avais de la lumière. Donc, mais après, pour faire de la pose, comme on dit, quoi. C'est compliqué. J'avais laissé tomber, quoi.
Mais en effet, de cette époque, tu avais les premiers capteurs webcam qui étaient utilisables, quoi. C'est une autre époque. Alors, chose rigolote, moi j'avais acheté un oculaire numérique, ça s'appelait à l'époque. Et c'était des caméras Astro, en fait, mais toute première. Il y avait 300 mégapixels. Ouais. C'était du Célestron, non? Non, c'était un truc sans marque, tu vois. Et en fait, quand tu le branches, c'est le même driver que la Sony, enfin que l'autre à côté. C'est une driver de webcam, en fait. Ouais, d'accord. Ouais, en fait, ils ont mis l'électronique dedans, ils ont mis un filtre infrarouge et hop, c'est plié, tu vois. Par contre, ils la vendaient vachement plus cher. Ça fait cher dans le budget, quoi. Et sans la lentille. Tu pouvais même pas faire la webcam avec. Ah putain, le salaud. Mais tu pouvais customiser le temps de pause. Donc ils avaient fait une. Non. Oh. Les acquisitions, je le faisais avec l'application webcam de Windows. Ah ouais, d'accord. Donc tu pouvais pas customiser le temps de pause. C'était quand j'ai commencé, hein, donc je connaissais pas trop les logiciels non plus. Tu vois, ça se trouve, c'était possible. Maintenant, de toute façon, il fonctionne. C'est peu probable, hein, parce que ça dépend de l'EPROM, comment elle a été programmée derrière. S'ils ne permettent pas de le faire, ils ne permettent pas de le faire. Là, vu que c'était un driver de webcam, je me dis... Ouais, c'est peu probable. C'est assez marrant, parce que j'avais vu en Chine qu'ils vendaient des ASI 183 MC à 50 €. Ah ouais? Ouais. Sauf que derrière, il y avait une EPROM qui l'a limité. Et donc je me suis dit, c'est pas grave, je vais acheter ça, puis je vais essayer de reprogrammer les proms pour qu'elles ne fassent pas du MPEG à la con et qu'on puisse customiser les temps de pause. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a aucune doc nulle part. Mais je vois ce que c'est les trucs de caméra de surveillance. Tout à fait. Ouais, c'est une caméra de surveillance qui fait aussi webcam, elle est super efficace. Mais ils vendent juste le PCB avec le... Voilà. Avec le capteur. Tu as le PCB, tu as deux PCB en fait, tu as celui sur le capteur et tu as un autre qui doit faire en fait l'encodage et la compatibilité avec les drivers Windows et concrètement, et Linux d'ailleurs, mais concrètement, franchement, si tu sais reprogrammer une EPROM, normalement tu peux y arriver. Mais c'est quand même un sacré boulot. C'est chaud parce qu'il y a une sorte de... Enfin, si tu vois, il faut la doc. Il faut la doc. Parce qu'on a quand même des circuits intégrés chinois où ils ne veulent pas partager la doc. J'ai clairement contacté le fabricant en lui disant vous n'avez pas une doc? Ils ont fait oh bah non. Hein. Et même sur les capteurs. Voilà. Les capteurs, les gens qui sur le capteur, on a la doc par contre. Ah, pas tout le temps. Et surtout pas en profondeur. D'accord. Oui. Et le problème, c'est que tu as besoin de savoir les cycles d'horloge, machin. Oui. Et en fait, c'est pour ça que les mecs, il y a eu les gars en Ukraine d'ailleurs, qui avaient fait des caméras DIY, ils avaient fait du rétro-engineering sur les cycles d'horloge des capteurs CCD. Du rétro-engineering sur les cycles d'horloge, c'est-à-dire qu'ils ont envoyé plusieurs signaux et au bout d'un moment ça passait. Je dis c'est ok. Comment ils arrivaient à lire la matrice, et tout le bordel. Et après, le mec, du coup, il a programmé ça dans un micro au contrôleur pour pouvoir gérer l'acquisition des images. Tu vois. mais en fait, parce qu'il n'y a tellement pas de doc, tu as la doc, on va dire, de base qui te dit c'est un capteur qui fait ça, avec tel techno de ouf, machin. Ok, mais alors concrètement, comment je l'utilise? En fait, non, c'est une doc payante. Ah ouais. Un grand classique. Non, mais ça c'est normal. Très très cher. C'est normal, ils ont des brevets là-dessus. Ils ne vont pas donner leur. Mais surtout, c'est savoir comment l'utiliser. Tu dis quand un mec te vend une caméra Astro, potentiellement c'est quelqu'un aussi qui a payé le brevet pour savoir comment l'utiliser. Tout à fait. Donc il y a ça aussi que tu payes dans la caméra. Des fois, c'est un peu dans le lot. Voilà. J'arriverai jamais à utiliser mon CAF 1000. Un truc rigolo d'ailleurs, pour revenir sur le truc de Célestron, là, le télescope automatique, le Rasa, quand on l'a vu il y a 2 ans, il nous l'avait montré, et il y avait le Rasa 8 pouces. Et on s'était tous dit, mais les C8 machin, ça allait jusqu'à C6. Pourquoi ils n'ont pas sorti le Rasa 6 pouces? Non, on a la réponse. Tout s'explique, c'est qu'on n'a pas un projet dessus. Il faut que j'ai un meilleur taf pour l'acheter. Je sais pas combien il est le. Je sais cher. Pas. Cher. Les Rasa, c'est toujours cher. C'est quoi, c'est 3000, 4000? À ce moment-là? Je sais pas. Oh mon Dieu, j'ai continué à fabriquer. Celui-là, non, celui-là. Celui-là en théo, je sais pas. Bonne question. Ça serait intéressant de voir ça. Je vais regarder. Qu'on vous apporte des informations vérifiées. Effectivement. Alors, Célestron, Origin. Moi, celui que je voulais voir, c'était le nouveau, le Skywatcher. Là. C'est un Rasa aussi, en fait. 4 990 €. Oh la vache, mon Dieu. Là, je comprends pas le positionnement tarifaire. Là, par contre. Non, mais c'est tout augmente en ce moment. Mais là, non, mais même Vaonis et tout ça, ils font mieux qu'eux parce qu'ils nous sont là depuis bien plus longtemps. Avec un diamètre
alors pas Vaonis, mais Unistellar, le diamètre équivalent, tu vois, quasiment, on va dire. Et il est pareil, il est moins cher que ça, normalement. Alors, ils étaient autour de. Alors, la chose, c'est qu'il y a plus. Alors, depuis, vu que ça fait truc, c'est qu'il y a eu pas mal de variations, il y a eu plusieurs modèles. Alors, je sais plus si c'est Unistellar ou Vaonis, que je me trompe. Où il y a 4 modèles, il y a l'Equinox. Donc, en fait, les premiers modèles, du coup, ils sont moins chers. Parce que du coup, dès qu'ils sortent un nouveau modèle, tu as souvent une réduction. Souvent, quand ils annoncent des nouveaux modèles, il vaut mieux attendre. Parce que du coup, tu as des modèles avant, il est liquide, donc du coup, des fois, non, mais tu peux avoir facilement 20%, 25%, enfin plusieurs centaines de. Ah oui, mais tu sais, c'est comme les iPhones ou autres. Quand tu as un nouveau qui est annoncé, ne l'achète pas. Enfin, attends, tu attends le nouveau modèle sort, et bizarrement, le modèle d'avant, ils économisent, enfin, ils réduisent le prix, quoi. Je voulais regarder un peu les caractéristiques. Mais par contre, moi j'ai toujours un problème avec ces focales très courtes comme ça. Quand tu dépasses 3 en termes de focale, tu as intérêt à pas rater tes flats, quoi, concrètement. Ouais, j'ai un le focal vignettage 3.2 peut être important. Non, mais ça dépend de la correction. C'est l'enfer. Il est corrigé. Il est corrigé. Ouais. Et tu as quand même beaucoup de vignettage. C'est pas le vignettage. C'est en fait, il y a beaucoup de. Si tu fais pas tes flats parfaits, c'est mort. Ton image, tu peux l'acheter. Ou à part le centre. Mais concrètement, tu as beaucoup de. Alors, je confirme, moi, je suis passé de la 183 à la 533. 183, je n'avais aucun vignettage. Je suis passé à 133, j'en ai. Donc, en étant en Hyperstar. Parce que je pense que le capteur en 183 était plus petit. Donc je ne le voyais pas. Oui, évidemment. Et donc du coup, je le voyais pas. Et là, depuis que je suis passé au 530, donc là, je vais devoir Avant, je m'embêtais pas moi à faire les flats et dark et d'autres, mais là, je vais être obligé maintenant. Je vais être obligé. Je shoot avec une 1006 sur un. J'ai oublié. J'étais mon télescope, j'ai oublié celui-là. Il a 20 télescopes à la maison. Malheureusement, hein. Et du coup, il faut une nouvelle maison. Attends, c'est un Sharp. C'est un hyper. J'ai oublié. Hypergraph 8 pouces. D'accord. De Sharp. Sharp-Cap. Je pense que ça. Et donc, du coup, franchement, les flats, c'est l'enfer, quoi. J'ai réussi certaines photos sur des sujets qui sont au centre de l'image, mais si je veux avoir un champ global, c'est compliqué. Oh là là, et pourtant il est corrigé et tout, il n'y a pas de problème, tout est intégré, mais c'est compliqué. Je regarde, j'ai les caractéristiques, mais en fait ça se rapproche de moi de ce que j'ai sur mon site. Bon, donc on a un diamètre de 152, évidemment, 6 pouces. Longueur focale 335, donc je vois, moi je suis à 300, donc on est quand même assez proche. Rapport FD 2, donc moi je suis autour de 2, à peu près ça, à 2, à 9, 2. Bon voilà, c'est le Starbright XL7T, donc c'est vraiment identique à moi ce que j'ai. Le capteur, c'est un IMX 178. C'est celui-là. Oui, mais il est sensible. Je pense que c'est ça. C'est ça, les tailles de pixels, c'est les 2,4. Alors que tu vois, moi sur la 530. Attends, c'est juste 2,4 le 178. Oui, si tu confonds avec 174, je pense. C'est possible. Et du coup, tu vois, moi sur le 533, je suis à 360. 2,4, c'est pas beaucoup. En fait. 178, c'est la 224, mais en plus grand. D'accord. Ah oui, celle qui était pas mal utilisée. En fait, des pixels inférieurs à 3 parce que t'as pas de lumière, quoi. Ouais, du coup, tu vois, sur la 533, je suis sur du 376 normalement. Oui, donc, ils sont pas mal gros. Mais il faut dire que tu as tellement de lumière qui rentre dans le tube que tu t'en fous d'avoir des petits pixels. La 183, tu avais des tout petits pixels. Donc voilà, et après on a quoi ? Du coup, densité des capteurs, 6,44 millions. Résolution 3000 sur 2080. Et le champ, 1,27, enfin 1,27 sur 0,85. Pas mal. Ça fait 1 sur 1. Ouais. Et évidemment, d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait tourner tout ça ? Un Raspberry. C'est sérieux, Raspberry 4 modèle B. Oh merde. C'est marrant. C'est d'avoir dit ça. Non, mais en même temps, mais tu prends un Asia, tu prends un Sistar, c'est quoi qui fait tourner ça ? C'est du Raspberry, quoi. Mais oui, je sais, mais le problème des Raspberry, c'est qu'ils sont instables. Peut-être plus. Alors peut-être qu'ils ont fait un truc. mais tu prends, tu fais un truc automatisé. Chip Lazier, c'est du. Ils en ont ouvert, le nouveau là. Ouais. Donc eux, ils doivent avoir leur propre. Ouais. D'accord. Et t'as jamais eu besoin de le rebooter ton Raspberry ? C'était même marqué sur le PCB RPI Reset. J'ai fait je sais ce que c'est. Mais c'est bizarre parce qu'on discutait hier un peu avec une des personnes qui tenait le stand et tout. Et je dis comme ça, c'est toi quand même pour vous montrer la bête et tout. Je dis, vous savez, maintenant on est 4-5 ans plus tard, tout le monde.
le marché maintenant est inondé par ce truc, donc aller cacher ça, ça a plus trop de sens aujourd'hui. Il y a 4 ans, quand ça se lançait, c'était un peu vraiment ce qu'on appelle l'océan bleu. Je veux dire, il crée vraiment entre guillemets un nouveau marché. Il me disait, bah, là maintenant tout le monde s'y est mis, donc en fait, ça ne sera plus rien à cacher tout ça. Pourquoi utiliser forcément Raspberry? Parce que tu as plein de concurrents de Raspberry qui sont beaucoup plus fiables. Par exemple, j'ai une carte Asus qui je vais donner pourquoi la VHS a battu la Betacam. Pourtant, la VHS, c'était pas la meilleure techno. Oui, d'accord, je connais. Vas-y, dis. Ben oui, mais c'est le coup. Malgré tout, la Betacam, elle avait une meilleure qualité. Mais dans les technos, c'est pas toujours la meilleure qualité qui est prendre. Et quand tu dois faire de la masse, quand tu dois faire industrialiser, ben, tu choisis souvent un peu en deça. Puis de toute façon, concrètement, dans ces genres d'appareils, le système n'évolue pas, et donc il n'y a pas de crash, et ça se passe bien. Ouais. Après, Azier, moi j'en ai un d'Azier. Bah, des fois ça plante, faut pas non plus rêver. Sérieux Azier, il plante bah, ça peut arriver. Hein. Mais voilà, bon, après il y a une certaine tolérance. Il y a pire. Voilà, avec Microsoft. Allez, mise à jour. N'empêche que j'ai trouvé un truc pour ça. Ils ont. Il y a des petits développeurs là, du coup, et c'est open source pour le coup. Je reviens à l'open source, qui est le sujet de sa conférence de ce soir. Il y a des mecs qui ont fait, ça s'appelle Atlas OS et Revi OS. Et en fait, c'est des versions allégées de Windows. En fait, c'est un script que tu lances et qui va virer toutes les merdes de Windows. Et il peut vraiment bloquer les mises à jour. Mais quand je dis bloquer, c'est impossible que ça se fasse sans ton accord. Parce que c'est vrai que c'est depuis Windows 10 voire Windows 11, c'est maintenant obligatoire. Genre, il y a un moment, genre, tu ne peux pas lancer ta session si tu n'as pas laissé la mise à jour. Moi, au boulot, j'ai des Windows 10 qui marchent avec 4 Go de RAM. Avec ça. Ah ouais. Et qui marchent de façon fluide. Oui, je connais. J'en ai utilisé par le passé, mais maintenant j'ai arrêté. On avait effectivement des distribs plus courts. Maintenant, avant, c'était vraiment une distrib que tu installais qui était comme ça. Tu vois. Là, c'est vraiment tu installes Windows, après tu lances un script, il nettoie ton truc, et après, tu as un nouveau Windows. C'est quoi le nom? C'est Revi OS. Ok. Atlas OS, c'est plus pour les gamers. D'accord, il y a une version gamer, ça c'est vraiment intéressant. Ça c'est vraiment intéressant. J'ai testé les deux. Pour le boulot, c'est plutôt Revi OS. C'est juste que je suis confronté à un nouveau problème, c'est qu'en fait, du coup, il modifie tellement Windows qu'en fait, dans la signature du système d'exploitation, il met même plus Windows. Du coup, j'ai des logiciels quand ils s'installent, en fait, ils n'arrivent pas à démarrer parce qu'ils disent mais c'est quoi comme système? Mais c'est Windows, mais il manque la signature. D'accord. Bon, c'est des logiciels à la con en général. Et c'est des trucs assez drôles, mais c'est vrai que je me dis en fait ça pour l'astronomie amateur, ça doit être tellement bien parce que ça enlève toutes les priorités de Windows qui peuvent. Même quand tu fais du planétaire, tu vois, ils peuvent te casser le rythme de ta caméra, etc. Ouais, c'est pas faux. En fait. Et ça doit être vachement bien. Qu'est-ce que t'as pas compris? Caméra. T'as dit c'est pas faux. Caméra. Je ne comprends pas, caméra. Caméra. Ah merde, il faut revenir en arrière. Ta conférence à quelle heure? 18. Il faut que tu partes à maintenant. 17h15. 17h. Bon, c'est bien, c'est pas mal, on a parlé pas mal de choses. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous avez voulu aborder? Toujours du monde dans la conférence de Cyril, ça fait plaisir. Ouais, c'était une des plus blindées, je pense. C'était la plus blindée. Il y avait de monde. Non, mais il y en a, mais alors, tu sais, il y en a d'autres qu'on fait. Ils sont allés oui, mais le mec, il a oublié. Et t'as ceux qui sont allés à la conférence avant et qui sont allés à la conférence avant, ils ne sont pas sortis de la salle pour pouvoir y rester, quoi. Oui. Donc, tu vois la conférence. J'ai réussi à trouver un trou à la fin. Ah oui, vas-y, faut que tu nous en parles. C'est l'anecdote, vraiment l'anecdote, quoi. C'était assez lunaire. Alors, par contre, tu vois, c'était bien à la fin, tu vois. Moi, j'ai bien aimé à la fin. Après, moi, je suis pas trop visuelleux, tu vois. Je suis des trucs, je comprends pas trop, tu vois. Mais c'est le mec comparait du coup le sport de haut niveau à la pratique de l'astronomie amateur. Il essayait de dire quand un sportif de haut niveau il s'entraîne, et du coup un amateur en astro, il fait ça pour s'entraîner aussi. Tu vois. Il essayait de trouver une analogie à chaque fois. Alors des fois ça calait pas trop bien, tu vois. Mais c'était rigolo. Il a fait vraiment l'effort de le faire, quoi. Moi je suis pas totalement en désaccord avec ce point de vue. Parce que concrètement quand tu sors un télescope de 50 kg sur le dos à 4h du mat, t'as intérêt à être bien préparé. Il n'y a pas trop insisté là-dessus. C'est vraiment de façon générique. Tu vois, il montrait en plus le gars, il avait carrément un planning d'observation visuelle, tu vois, avec un Excel et tout qui disait à telle heure il doit regarder tel truc, etc. Et l'objet il est à telle hauteur, à
tel moment, tu dis waouh, attends, moi jamais j'ai fait un truc. Mais c'était impressionnant. Et par contre, il nous a donné des petits tips pour l'observation visuelle qui étaient vraiment très bien. Genre, moi, un truc que je savais pas, c'est que je me disais bon, ok, il faut regarder avec la vision périphérique. Point. En fait, en vrai, c'est une zone particulière. C'est pas juste tu regardes avec le bord. En fait, tu regardes à 20 degrés du centre. À 20 degrés, ouais. Tu vas calculer 20 degrés. Non, mais je veux dire, tu sais qu'il ne faut pas regarder sur le bord. Totalement, ouais. En fait, sur le bord, c'est aussi pire qu'au milieu, en fait. Ouais. Surtout en plus à la correction, souvent sur les oculaires. Et il y a même un endroit particulier. En fait, en gros, si ton œil directeur est droitier, tu dois regarder en haut à droite. Forcément. Et sinon, c'est en haut à gauche. C'est logique, Ah ouais, effectivement. J'y avais pas pensé. Mais je pense que je l'ai fait nativement parce que j'ai fait pendant des années, avant de faire de la photo, moi j'ai commencé en fait l'astronomie, j'avais 13 ans, voire peut-être moins. Mais avant, c'était un tube en plastique, donc on peut appeler ça de l'astronomie. et concrètement, oui, j'ai passé plus de 20 ans à faire de l'astronomie visuelle avant de faire de la photo, parce que tout simplement, ça coûtait cher et c'était compliqué. C'était en argentique à l'époque, donc imagine. C'est notre époque, quoi. Voilà. Et donc, du coup, je me suis entraîné effectivement à regarder comme ça, à droite, à gauche. Là, ça marche mieux. Voilà. Oui, il disait aussi le fait que l'objet doit bouger aussi. Et effectivement, c'est pas vrai. En fait, on a une vue pour voir des trucs qui bougent sur les côtés. Tu déplaces l'œil et tu vois mieux. Oui, c'est vrai. Et ne pas rester fixe sur l'objet parce que tu disais que tu as un effet d'éblouissement. Du coup. Je suis pas sûr que ce soit forcément l'effet d'éblouissement. Je pense que c'est plutôt le fait que en fait, le cerveau gère les ressources. Et donc, pour la vue, ça demande énormément de ressources. Et donc, quand il va statique, mémoriser. Et si ça ne bouge pas, il ne va pas récupérer les informations, il ne va pas les envoyer. Et ça, c'est très connu en fait dans toute l'analyse en fait de la vue humaine, c'est que si l'image bouge pas, au bout d'un moment, tu la verras plus. Ça s'appelle la fainéantise du cerveau. C'est vraiment une science, ça existe vraiment. Oui, de toute façon, c'est le cerveau qui interprète tout ça. Tout à fait. C'était intéressant quand même au final. Tu vois, je ne serais pas venu pour ça en soi. C'est pas du tout mon style de conférence. Mais par contre, tu es beaucoup plus musclé maintenant. Tu sais comment soulever ton télescope et ta monture. Après la conférence de Cyril, toujours très bien présentée. Ils sont passionnés, ils font du taf. Non, mais même ils parlent bien. Cyril. À chaque fois, franchement, quand je vois d'autres orateurs quand même, là ils parlent vraiment bien. Sans je peux pas te jeter des fleurs. Je t'aime. Mais parle bien. Quand même. Pour en avoir vu plein quand même, ça change. D'accord. En termes de conférence, vous avez vu quoi? Moi j'ai vu le Extremely, c'est ça? Extremely Large Telescope. Qui est donc un télescope. Alors je me suis endormi un moment, mais c'est plus parce que j'étais fatigué. C'était super intéressant. Mais non, tu sais pourquoi je me suis endormi? C'est que la salle, les sièges sont tellement bien que franchement, quand tu ah ouais non mais il faut pas imaginer. Moi, tu me mets dans un autre. Tu sais, c'est comme dans un planétarium. Moi, les planétariums, je m'endors à chaque fois. J'en ai fait un. Je me retrouvais. Et en plus de ça, t'es légèrement penché. T'es dans un angle bien, tu vois, bien détendu et tout quoi. Bon, au-delà du des quelques ronflements que j'ai passés. Non, la conférence était super intéressante. Ah bah oui. C'était le chef de projet. Parler sérieusement, chef de projet de Extremely Large Telescope, sachant que c'est un télescope de 39 mètres. C'est le plus gros télescope, sachant que pas très loin, à 10 km, tu as le VLT. Donc ils sont les 4 ou 8, je ne sais plus combien, les 4 télescopes du coup qui peuvent... Alors je sais pas, est-ce qu'ils observent vraiment les 4 simultanément ou chacun a des spécialisations? En fait, chacun peut observer sa cible et après tu as en fait un module qui s'appelle Gravity, je crois, ça s'appelle. Je sais plus, peut-être dire une connerie, bref, qui en fait est fait pour recombiner la lumière de tous les télescopes. Et là, effectivement, à ce moment-là, il regarde tous les 4, mais en fait, pas que tous les 4. Il y a aussi des petits mobiles. Voilà. Ça, il y en a à côté. Qui se baladent, et en fait, qui aident à la recombinaison du faisceau. En fait. D'accord. En fait, tu vas effectivement pouvoir, avec les mobiles, augmenter la taille de ton télescope, tout simplement. C'est smart, on va dire. C'est marrant, parce que c'est des trucs qui sont vraiment sur rail. On se déplace sur la montagne. Maison qui se déplace. Et donc celui-là, c'est 39 mètres. Je crois qu'en termes de poids, on est sur du 6500 tonnes, un truc comme ça. Wow. Enfin, en fait, quand il te dit la hauteur 88 mètres, le tube en soi, je crois qu'il fait autour de 30 mètres ou 35 mètres. En fait, c'est des trucs, mais c'est
en fait, tu as tellement du mal à te le représenter. Et alors, le principe, c'est que... Ouais, et alors, le principe des miroirs, si je me rappelle bien, c'est un peu le même principe que le James Webb. C'est plein de petits parties qui sont assemblées et chacun a son propre vérin. En fait, en gros, ils sont tous côte à côte. Ouais. Et tu as leur propre système de vérin qui actif, exactement. Tu es obligé de faire de l'optique adaptive avec la piste. Exactement. Mais voilà, tu as tout ce principe-là où la lumière arrive, elle est réfléchie. En fait. Parce que juste un truc, c'est que quand tu montes le télescope, le miroir se déforme en fait. De son propre poids. D'accord. En fait, du coup, tu es obligé, par exemple, le VLT qui est un miroir en un bloc. Bien pensé. Hein. En fait, si tu voudrais qu'il se déforme pas, ça serait un miroir qui est tellement épais déjà que la monture ne pourra pas le porter. Et en plus, il mettrait un temps énorme à refroidir juste à la fabrication. C'est pas faux. Et du coup, ils sont obligés de faire des miroirs minces, mais pour qu'ils gardent leur profil. Voilà. Du coup, ils sont obligés de les mettre sur vérin, mais c'est des vérins thermiques, c'est-à-dire c'est des tiges dans une cavité qui chauffe, et le vérin monte de quelques nanomètres. Ah oui. Ça permet en fait de compenser la déformation du miroir en fonction de l'angle où tu pointes. D'accord. En fait. Donc ça, là, c'est l'optique active. En fait, c'est une déformation mais lente. Ok. Voilà. Ouais. Donc, du coup, ils ont deux types de déformation. Ils ont l'optique active et adaptative. Ouais. Donc tu montrerais tout. Donc il y a deux foyers. Donc à la fin, donc ça passe par plusieurs miroirs et à la fin, moi le truc qui m'a étonné, c'est l'image finale au foyer. Elle est de 2 mètres. Tu sais, quand tu penses à toi en astrophotographie, ça se joue sur quelques millimètres, et là tu dis c'est 2 mètres, c'est l'image projetée à la fin. C'est hallucinant quoi. En fait, tu viens prélever avec des fibres optiques la lumière qui t'intéresse sur l'image. D'accord. Du coup. Et après, tu as des bancs et tout ça. Mais en fait, ce qui est assez fou, c'est de te dire ton instrument est tellement énorme pour ce genre de télescope qu'en fait, il ne peut pas bouger. Donc ça veut dire que la monture et les chemins optiques sont faits de telle façon que ton instrument peut être fixe alors que le télescope bouge. Et du coup, tu dois t'imaginer le chemin des faisceaux qui doivent passer dans les différents axes du télescope pour qu'il n'y ait pas de rotation. À la fin, il ne reste plus qu'une rotation, en fait. Je vois. Donc, je n'aimerais pas être le mathématicien qui Après, c'est le programme de l'ESO, donc qui est le programme d'observation. Ça se fait pour les amateurs maintenant. Ça s'appelle les foyers Nasmyth. C'est exactement ça. Les deux foyers dont il parlait, c'est exactement ça. C'est les foyers Nasmyth. C'est les foyers en fait qui sont de chaque côté du télescope. Exactement. Et après, il y a encore il y a un rabat qui peut être fait pour aller sous le télescope. Et là, parce que ceux qui sont sur le côté, ils tournent avec le télescope. Oui, c'est un ensemble. Du coup. Mais ils montent pas quand le télescope monte. C'est déjà ça, de gagner. Donc ils bougent moins, mais ils bougent quand même. Mais les trucs les plus sensibles ne peuvent pas bouger du tout. En fait. Et du coup, à ce moment-là, il faut que le flux, tu l'emmènes après dans l'axe d'azimut pour après qu'il soit fixe. Ok, j'ai rien compris. Comprendra que voilà. Tu as un schéma. Mais avec un schéma, on comprend bien le truc. Et donc, ça existe pour les amateurs maintenant. Alors, pour les amateurs très très éclairés. Très fortunés aussi. Très voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire quoi. Et c'est impressionnant effectivement, c'est tu vois l'axe de ta monture et puis du mec il met la caméra dans l'axe. De la monture. T'as un roulement à billes autour. Il met la caméra à cet endroit-là. Ok. D'accord. En fait, c'est pratique. Moi, ça. Avoir un équilibrage de la caméra. C'est clair. Donc il y avait cette conférence qui était super intéressante. Et après, j'ai fait quoi? J'ai fait sur Mars. C'est sur Deimos et Phobos et Deimos. Donc c'est une mission qui s'appelle MMX. Alors pour les vieux comme nous, MMX ça rappelle les Intel, les processeurs Intel MMX. Et là c'est Mars Moon Exploration. Donc le but, et donc le but c'est de comprendre d'où viennent en fait ces deux satellites de Mars. Parce qu'il y a deux théories, c'est la capture ou un caillou qui est venu taper Mars et les débris les débris entre guillemets qui ont été projetés se recombinent, le principe de la Lune. Parce que comme il expliquait très bien, on a pu, avec la Lune, en récupérant la roche lunaire, puis comparer la composition par rapport à la croûte terrestre, et là ça correspondait. Donc là, le principe, c'est faire exactement la même chose. Par radar, séisme, machin, on sait comment c'est fait à l'intérieur. Et en fait, là, c'est surtout la composition interne. Tu vois. Est-ce que c'est un truc plein de trous ou un truc compact, tu vois. C'est rien en fait. Et du coup, la mission, donc le but final de la mission, c'est à la fin ramener 10 grammes. 10 grammes de Phobos pour voir. La JAXA derrière.
Et ça, voilà, ils savent le faire maintenant. Donc c'est l'agence spatiale japonaise. Et ils l'ont déjà fait sur des astéroïdes. C'était il y a plus de 10 ans, en 2010, c'était des astéroïdes, je crois. 2004 et 2010, je crois qu'ils avaient fait ça. Alors j'ai plus le nom, c'est Yakumase. Donc voilà. Donc c'est les, mais voilà. Et donc en effet, ils sont spécialisés. Donc là c'est une coopération. Du coup, c'est une coopération japonaise et l'ESA, si je me trompe pas. Tant que tu dis pas yakisoba. Et la France est pas mal impliquée, quoi. Ouais, énormément. Et la personne qui présentait, donc j'ai plus du tout son nom, faisait partie évidemment de l'équipe. Et donc là, c'est parce qu'ils se rassemblent chaque année. Et donc là, c'est les Japonais. Normalement, tout se passe au Japon. Et là, c'est les Japonais qui sont venus en France. Donc ils sont plus de au moins, je crois, 100 à 200 personnes impliquées quand même sur ce programme. C'est une grosse mission. C'est des grosses, c'est vraiment une grosse mission. Donc super intéressant, quoi, sur le truc. Et pareil, une très bonne vulgarisation, pas rentrer dans les trucs techniques et autres. C'est ça, moi je trouve une bonne conférence. C'est que même sur des sujets très pointus, comme sur l'Extremely Large Telescope, où ça, c'est de rendre le truc, malgré tout, même si c'est très technique, très scientifique, le rendre accessible. Et ça, pour moi, c'est vraiment des bonnes conférences, quoi. Maîtriser son sujet. Exactement. Pas rentrer dans les détails pour rien, quoi. Après, si tu veux rentrer dans les détails, il y a les plus petites conférences qui sont là beaucoup plus spécialisées. Donc, c'est vrai que moi, je suis allé, du coup, j'ai fait la CCD sur les caméras CCD et CMOS ce matin. Donc, c'était à savoir. Alors, c'était très technique, hein, c'était vraiment comment fonctionne la CCD, comment fonctionne la CMOS, vraiment au niveau, alors le silicium, ça excite les électrons et autres. Oui, ça va très bien. Mais du coup, voilà, si tu es intéressé par ça, tu as des conférences. Donc du coup, ça sert à rien, par exemple, quelqu'un qui a des caméras, qui fait de l'astrophotographie, souvent tu as la fiche technique avec, par exemple, le QE, le quotient, qu'on appelle ça déjà, le rendement quantique et autres. Mais du coup, ça te permet de comprendre ce que ça signifie, parce que quand tu regardes une caméra, tu vois ça, bon, ça te parle pas plus que ça. Et typiquement, ce genre de conférence, c'est super intéressant pour ça. Même si tu ne vas pas te comprendre, tu vas comprendre à peu près le minimum. Tu vas comprendre que, il y a des courbes pour chaque couleur et que pour chaque couleur, tu n'as pas la même quantité de lumière et autres. À partir d'un certain moment, tu as plus de bruit et autres. Et donc voilà, il rentre dans ces détails-là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi, malgré tout, pour des personnes un peu plus intéressées, un peu plus expertes, qui sont curieux d'avoir ce genre de conférence un peu plus pointues, quoi. Et ça qui est bien, c'est qu'ils arrivent à proposer autant des conférences très accessibles à tout le monde, pour le grand public. Retour d'expérience aussi. Ouais, t'as aussi, moi j'ai assisté à celle sur, c'était une rétrospective sur l'aurore boréale du 10 mai. Ah oui, et donc, elle était super intéressante. Donc, alors, ce qui est bien, c'est qu'il ne s'est pas arrêté juste sur celle du 10. Et en fait, il a expliqué, en gros que ça avait commencé bien avant, dès 2023-2024. Et donc, il a parlé des différentes aurores boréales qu'il y a eu et comment on en est arrivé à celle du 10, quoi. Donc, c'est pareil, c'était très accessible et tout. Et super intéressant, quoi. Donc voilà. Je pense qu'on va clôturer pour te libérer. On s'est regardé. Ouais. Bon, c'était cool. Voilà. Déjà, comme d'habitude, on a fait à la ZEM et on en remplit là à peu près 45 minutes. Donc, allez c'est toujours plutôt sur Météo Solaire pour voir les aurores boréales. Regardez, on a des taches solaires qui vont bientôt passer dans l'axe là. Exactement. Donc, on aura peut-être une aurore. Ouais. Et donc, ce qu'il disait sur les aurores boréales, il disait que jusqu'à 2027, on pouvait en avoir. Donc, celle qu'on a vue, elle était assez puissante. Mais il disait que c'est pas terminé, qu'il peut encore en avoir. Soit on arrive à la fin du cycle, entre guillemets, mais lui, il était plutôt à dire non, on est encore 2-3 années, on pourra en avoir, quoi. Parce qu'après le 10 mai, il y en a eu d'autres en France. Il y a eu celle du 10 octobre, autour du début octobre, si je ne me trompe pas. On a eu pas mal, on a eu beaucoup d'éruptions solaires dans l'axe de la Terre. Donc voilà. Mais après, le truc que j'ai remarqué, du coup, vu qu'il y a eu celle du 10 mai, dès que ça commence un peu à s'exciter à ce niveau-là, t'as les journaux, attention, ce soir, aurore boréale. Non, mais tu te câbles. Sauf qu'ils se trompent d'une journée à chaque fois. C'est ça, en plus, à chaque fois. Parce que quand tu regardes la météo solaire, il parlait de la veille. Exactement, c'est trop tard. C'est rigolo parce que moi je vois un peu des deux points de vue. C'est-à-dire que tu as le point de vue astronomateur, on va dire c'est trop bien, on va faire les aurores boréales, c'est joli, machin. Puis après, moi j'ai le côté spatial derrière toi. Oh putain, mec, les satellites en sécurité. Fais chier. On a encore perdu des trucs. Alors j'ai aussi le point de vue de l'Astram qui dit putain, ils vont me foutre de la lumière dans mon objet. Vous avez prévu de faire la galaxie ce soir. Et tu rigoles, mais c'est celle du 10, j'étais honnête du coup. Et pareil, les gens commençaient à shooter et tout. Je suis putain, je comprends pas. J'ai truc et tout. Tout est rouge. Et ouais, tout est rouge. Non, je comprends pas. Et putain, mais c'est quoi? C'est ça, il n'y a pas de pollution. C'est quoi? Il y a des nuages d'altitude? Non, il y a juste une aurore boréale, quoi. Du coup, ils se sont tous arrêtés, quoi. Tu t'arrêtes et tu regardes, quoi. Tu fais OK. Donc c'était assez drôle. Et là, tu dis, est-ce que j'ai pris mon objectif grand-chose? Ouais, c'est ça.
il y a 300 km. Et c'est vrai que c'était assez fou. Moi, j'étais honnête et du coup, le bon mois idéal quand t'es là dans un rassemblement astro. Putain, moi je dormais. Oh, les boules. Je savais en plus qu'il allait en avoir une. Je me dis, il faut pas que je dorme. Bon. C'est pas grave, il y en aura d'autres. En tout cas, c'était cool. Oui, c'était cool. Plaisir, on va essayer de pas être trop long pour monter ça et diffuser comme la dernière fois. Ouais, là, t'as beaucoup. Ouais, ça va, 50 minutes. On a presque 50 minutes, donc c'est pas mal. Je vais un peu cutter, garder le truc. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et merci à toi. Rendez-vous dans 2 ans. En espérant que René sera là cette fois-ci. René, tu nous manques. Il se reconnaîtra. Bon, merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Allez, salut.